Nuance fétiche. On parle souvent de ce qu'on fait, n'est-ce pas ? De nos parcours, de nos rôles, de ce qu'on montre, et beaucoup moins de la manière dont on vit tout ça. Nuance fétiche, c'est un podcast qui parle de là, d'un endroit qui n'est pas toujours clair, pas toujours simple, pas toujours cohérent. Je m'appelle Marie-Agnès Opoku, a.k.a. Ama, et ici je rencontre des artistes, des professionnels de la culture. On parle de création, de travail, de choix, de contradiction, de ces moments où il n'y a pas une seule réponse, où la nuance invite, où elle aide aussi à avancer. Nuance fétiche. Aujourd'hui, je suis avec Sarah et Sophia. Comment allez-vous ? Super. Très bien, et toi ? Ça va, un peu fatiguée. Donc, vous ne faites pas le même métier, mais vous avez un point commun clair. Vous utilisez l'art, chacune à votre endroit. J'aimerais qu'on parle d'un thème volontairement ouvert qui traverse tout le podcast. Nuance fétiche. La différence entre ce qu'on montre, ce que vous montrez, ce que les gens projettent sur vous, sur nous, et ce qu'on vit réellement. Il n'y a rien à expliquer, rien à raconter si vous n'avez pas envie. Vraiment, on est en safe place. C'est l'actualité qui dit ça. Il n'y a rien à expliquer, rien à raconter si vous n'en avez pas envie. On laisse juste la conversation se faire. Première étape, mais qu'est-ce que la nuance selon vous ? Pour vous ? C'est essentiel. La nuance est essentielle, là, tu sais me parler. Pour moi, la nuance est essentielle et la nuance manque cruellement aujourd'hui à tout, au débat, même aux relations. C'est forcément... Tout est devenu très binaire. Mm-hmm. Et la nuance permet, je trouve, d'alléger beaucoup de choses et de décomplexer. Et ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on a oublié. Mais pourtant, tu as l'air d'avoir besoin de nuance. Ouais, c'est très important. Le questionnement est important, pas les affirmations. Et la nuance, pour moi, rejoint le questionnement. C'est Pierre Ninet qui en parlait là récemment. Meuf, tu cites Pierre Ninet. Ouais. Désolée, mais en même temps. Moi, voilà. On a 1 minute 44. Non, mais l'interview était trop intéressante. Alors, raconte-nous brièvement. En fait, il faisait la promotion de son film Gourou et il expliquait que la réalité est faite de nuances et qu'aujourd'hui, avec les coachs en développement, avec cette montée, je sais pas si tout le monde se prend pour des coachs. Tout le monde se prend pour des coachs, tout le monde se prend pour... Et en fait, on a complètement oublié la notion de nuance. Et il en parle très très bien. Il dit qu'en fait, aujourd'hui... on oublie que le paradoxe en fait fait partie de nous. Je veux dire, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de se contredire, on a le droit de... Et c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Et toi, Sophia, est-ce que tu es d'accord avec cette définition, en tout cas, que la nuance est essentielle ? Alors, je pense que la nuance, parfois, c'est utilisé pour amoindrir des personnes qui sont énervées à raison. Tu vois, tu veux dire la neutralité, peut-être ? Peut-être pas la neutralité, mais ce truc... Ça va être mal utilisé. Oui. Parfois, on va dire tu manques de nuance, tu manques de recul, t'es trop énervé. Ah oui. Parce que moi, je le vois vraiment dans ce truc. Quand on parlait, Sarah, j'ai entendu ce truc de quand tu prends parti pour une cause qui te semble juste, parfois ceux tu qui peux ont avoir... le courage de la nuance. Exactement. Tu vas avoir des gens qui vont être en mode oui, mais peut-être que tu devrais voir le bon côté des choses ou nuancer ton propos. Et de la nuance, parfois, ça peut être vu un peu comme mettre du lait dans son café, tu vois. Alors que pour moi, la nuance, c'est tu peux affirmer certaines choses et être solide sur tes appuis et prendre parti tout en étant nuancé. Bien sûr. Et, tu vois, j'ai peut-être entendu le truc un peu différemment. Complètement. Ça se rejoint peut-être d'une certaine manière. Après, pour moi, la nuance, en effet, je la trouve essentielle. Tout aussi essentielle qui est le fait de prendre parti sur quelque chose, de s'engager. La nuance peut être dans l'engagement, par exemple. Mais la nuance, c'est aussi une manière d'être plus en paix avec soi-même, parce qu'on est tous pétris de contradictions, qu'on le veuille ou pas. Complètement. Et moi, chercher la nuance, trouver la nuance, c'est aussi une manière de mieux dormir la nuit, c'est une manière d'être plus en paix avec tout, et aussi d'être mieux engagé, plus engagé, j'en sais rien. Ouais. La radicalité, c'est important pour certaines causes, mais en fait, pour dormir. Non, mais pour dormir, c'est très... ça paraît... Moi, je veux dormir la nuit, je veux dire... Non, mais surtout d'être plus en paix avec soi et d'être une meilleure personne avec le monde aussi. Enfin,
Je trouve que les gens qui manquent de nuances, il n'y a pas de conversation, il n'y a rien qui se produit, on n'avance pas, on fait du surplace. C'est vrai. Même parfois, si je comprends le fait que certaines personnes manquent de nuances, je le comprends, mais sans nuance, qu'est-ce qu'on fait ? Sans nuance, ça veut dire qu'on ne discute plus. On a bien vu où on allait en France quand on ne discutait plus. On s'affronte. C'est ça. Et là, nous, on discute. On discute. Et on a il le courage de la nuance. faut discuter. Il faut discuter avec parfois des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est là parfois où tu construis des choses. On est quand même le pays de la démocratie de base. Et notre pays s'est construit sur des gens qui n'étaient pas d'accord. Et je pense que discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, faire preuve de nuance, c'est essentiel, comme tu l'as dit. Être capable d'écouter. Sarah. Voilà. Je vous ai présenté, et en même temps pas présenté, je vous ai juste dit qu'on avait un point commun clair qui était l'utilisation de l'art, et chacune à notre endroit. Et justement, si vous pouviez vous présenter sans parler de votre métier, de votre image, qu'est-ce que vous diriez ? C'est moi qui commence. Ah là là. Me présenter sans parler de... Alors, attends. Tu dis pas, voilà, je ressemble à ça, tu dis pas, je fais ça. Mais des mots où, voilà, tu dis, je suis une personne sympathique, ou je sais quoi. Moi, j'ai plein de choses à dire à ton égard sans parler de ton métier. Oh là là, arrête. Peut-être que c'est négatif. Non, arrête-moi jamais. Non, comment je me présenterais ? C'est toujours un exercice un peu compliqué, parce qu'il y a ce que je pense de moi et ce que les autres pensent de moi, et en effet, c'est toujours très différent. Sans le rôle, si je peux te guider. Déjà, désolé, j'ai l'accent ch'ti, sans le rôle. On enlève tout ça. Je me définis souvent par mon identité, donc ce à quoi je ressemble aussi. Sans ça. Mais je suis biculturelle. Biculturelle, c'est pas forcément lié à mon image, mais j'ai grandi dans deux cultures, ce qui de toute manière, d'ailleurs, naturellement, m'a apporté une forme de nuance. Ah, c'est important, ça, c'est pas mal. Ouais. Parler de biculture sans dire c'est pas forcément mon identité. Tu peux être biculturel et être franco-espagnol, franco-suisse. Ouais, mais quand on dit carte d'identité et que t'as ça, mais je te laisse répondre à ma question. Quand j'ai grandi dans un foyer mixte, qui a beaucoup impacté la personne que je suis maintenant, dans le bon comme dans le mauvais, hein, n'est-ce pas ? Je me considérais comme quelqu'un qui évolue dans un monde que je comprends pas tout le temps, qui m'échappe parfois, mais qui essaye toujours de garder une sorte d'authenticité, quoi qu'il arrive. Donc tu es authentique. Exactement. Voilà, on commence la bio. Et de rester en phase. Je pense souvent à la petite fille que j'étais, tous les jours. Mes choix de vie sont un peu étranges. J'ai un parcours qui ressemble à aucun autre. Enfin, peut-être que si, mais... Si tu es unique, c'est ton propre chemin. Mais il y a toujours ce truc où, quand j'étais en thérapie, je disais à ma psy que je me sentais comme le vilain petit canard. Depuis que je suis toute petite, je me sens comme le vilain petit canard. Je me sens toujours à côté, en marge, alors que j'ai un travail très normal, j'ai une vie globalement très normale. Mais depuis que je suis toute petite, je me sens à côté. Peut-être parfois un peu mal aimée aussi. Alors, je me suis jamais considérée comme artiste. Je sais pas, je me trouve pas assez... d'endosser le rôle d'artiste. Non, exactement. Moi, je donne toujours une définition quand même avant de collaborer avec des artistes, parce que n'oublions pas que je suis manager d'artistes. L'artiste, c'est celui ou celle qui est capable de retranscrire sa réalité par le biais de son art. Mais l'art, ça peut prendre toutes ses formes, l'écriture, la chanson, la peinture, et puis d'autres formes aussi que tu peux inventer, c'est créer en tout cas. Ouais, mais il y a une sorte de liberté que je vois chez les artistes, et même si je pense être quelqu'un de très libre, je me suis fait tatouer le mot liberté d'ailleurs, c'est pour dire. C'est ce à quoi je manque, c'est une de mes valeurs phares. J'ai toujours, bien évidemment, il y a eu j'ai eu mes parents, etc., la société qui a un peu pesé sur mes décisions, mais j'ai toujours fait les choses avec le plus d'audace, d'authenticité, de liberté possible, si je devais me définir. Après, oui, l'art a toujours fait partie de moi, mais sans m'en rendre compte. Après, c'est pas forcément l'art, ce que je demandais. C'est vraiment se présenter sans... Je suis le script, tu vois. Mais c'est juste te présenter sans rôle. Voilà, sans rôle. C'est vraiment te dire comment toi, tu te définis sans que... C'est vraiment pas... tu vois, dans la vie de tous les jours, c'est un peu t'es qui ? Et c'est souvent, on va dire, je fais ça. Et aussi se définir de ce qu'on voit. Tu pourrais très bien dire je suis une femme, tu vois. Bah oui, on le voit. Oui, mais après, tu peux le voir et ça peut être un peu différent. Mais après, c'est un truc à réfléchir. Et toi, alors, Sarah, si tu devais te définir, donc je répète,
sans parler de ton métier. Non, mais c'est rigolo et sans parler de ton image. Parce que ma psy m'a posé exactement la même question il y a une semaine. Moi. C'est peut-être moi. Merde, on est en thérapie en fait. C'est trop drôle. Elle m'a dit, mais il y a la vision que vous pensez que les autres ont de vous et ta vision. Et ce qu'ils pensent aussi vraiment de vous et ce qui finalement rejoint un peu ce que vous êtes. Et je pense que je suis une meuf sympa. En vrai, ouais. Je pense que je suis une meuf sympa et j'ai réalisé aussi avec le temps que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup réunir, fédérer. Fédératrice. Ouais, il y a beau. un truc que j'adore faire, c'est des réunions entre amis qui sont pas forcément faits pour être amis. Et je sais qu'à la fin, que ça va matcher. Ça va matcher. C'est vrai en plus. Hein. Et c'est fou ça. Et ça, et c'est pour ça aussi que j'ai. Alors, je sais qu'il faut pas parler de ça, du métier, mais que je suis un peu matchmaker aussi sur les réseaux sociaux. Que je Il crée faut des pas, couples. on dirait que je suis castratrice. Non, mais. Si on oubliait vraiment ce qu'on fait à côté. Et c'est vrai que j'ai un truc où j'aime rassembler les gens. En fait, je suis très sensible à la beauté. Enfin, c'est ce qui m'anime depuis que je suis toute petite. Et donc, j'aime assister à ça. Et donc, si je peux créer ça en rassemblant des personnes, alors là, je suis aux anges. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Voilà, sinon, je suis une femme plutôt très... je suis un cocktail de mes parents. Un cocktail. Ouais, je suis un peu la folie de ma mère, qui est très artiste dans sa façon de voir les choses, qui rit très fort, qui est très sensuelle. Et j'ai aussi mon père, un côté très sage, très réfléchi. J'ai ces deux pans et je suis évidemment pas que le mélange de ces deux personnes-là, mais je sais que ça fait quand même beaucoup. Ça te traverse. Ça me traverse, ça m'habite et je suis trop contente d'avoir ces deux côtés-là. Mais vous voyez l'importance quand même de cette question, c'est que en fait on se définit par le métier, alors qu'un jour j'ai eu quelqu'un de ma famille, enfin ma marraine, je peux le citer, qui m'a dit choisis le job en fonction de la vie que tu veux mener. Et souvent on est un peu oui, je travaille dans la finance, tu penses argent. Enfin, j'ai jamais pensé ça. Hein. Et en fait, c'est toujours avec cette réflexion en faisant des stages, je me suis plutôt dit, j'aime pas ça, je le fais pas. Ah, je dois m'habiller de cette manière en tailleur. Non, je veux m'habiller comme je... Ah, je suis acceptée avec mes cheveux détachés. Ouais, et en fait, à un moment, quand toi tu dis, oui, j'aime fédérer, mais tu peux le faire dans plein de rôles possibles. Bien sûr. Et l'essence même, c'est de dire, je suis fédératrice et je suis sympathique, en fait, j'ai envie d'être sympa. C'est ça. Tu vois, mais ça, c'est super intéressant parce que justement, en parlant de travail, moi, mes études, j'ai fait... du droit, de la com, et puis après je me suis dit je fais quand même avec un petit master marketing, histoire de... Jamais 200 fois. Mais, exactement. Mais en vrai, j'ai arrêté le droit. Pourquoi ? Parce que je me rendais compte qu'en droit, je ne pouvais pas être libre. Le droit, littéralement, c'est... un cadre. C'est très cadré, c'est très carré, c'est interpréter, un peu manipuler des textes, mais il n'y a aucune liberté dans le droit. J'ai énormément de respect pour les avocats et tous les métiers du droit parce que c'est extrêmement complexe, mais... je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus libre possible ? Et le marketing a été une option parce qu'en fait, moi, je me voyais à mon compte. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à mon compte pendant quelques années. Et j'ai mené la vie que je voulais vivre. Et je pense que même s'il y a des moments, comme chacun sait, être à son compte, il y a des moments où c'est compliqué. Je crois que je me suis jamais senti autant en phase avec moi-même que le jour où j'ai commencé mon activité de freelance, que ça a très vite décollé. Et que j'avais cette espèce d'espace où je pouvais partir en voyage si je voulais partir en voyage. J'occupais, je testais des trucs. Faut juste payer l'URSSAF. C'est exactement. Est-ce une forme de liberté ? Je ne crois pas. Oui, non, mais qu'est-ce que la liberté au final ? Parce que de toute façon, à la fin de l'année, c'est ça. Mais tu payes toujours des impôts, tu payes l'URSSAF, tu payes ton loyer, tu payes plein de trucs. Tu dois répondre à plusieurs clients plus ou moins sympas. Mais en vrai, c'est ça, c'est trouver un métier qui soit en phase avec qui tu es vraiment. Et c'est franchement, je pense que c'est le parcours d'une vie, quoi. Et ça enchaîne justement avec l'autre question où j'allais plutôt parler du moyen d'expression qui peut être l'art, ou justement, c'est que, comme tu le dis, ça peut être le marketing dans le choix où tu te dis... Enfin, marketing, j'aime bien le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non, c'est trop de marketing. Marketing, market, marché, se rendre visible sur le marché. Donc tu rends les gens visibles ou les choses visibles. Et donc, à travers ça... à quel moment tu t'es rendu compte que ce que tu faisais pouvait être plus qu'un simple rôle ou une image ? Ouh là là, Sarah. Je te posais la même question pour Sarah. À quel moment ce que je vais dire ce que tu fais. J'avais écrit quelques mots. Ouais. Tu écris depuis longtemps.
D'abord en ligne, puis en roman, et maintenant aussi en musique. Donc, tu peux répondre à cette question. À quel moment tu t'es rendu compte que ce que tu faisais pouvait être plus qu'un simple rôle ou une image ? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'art te permet de dire que tu ne dis pas ailleurs, tu vois ? Bah alors déjà, moi, ça m'a libéré de plein de choses, de chaînes. Je viens d'une famille très, très artiste, mais très pudique, sur plein d'aspects. Et le fait de communiquer sur les réseaux sociaux sans dire que c'est moi, parce que pendant très longtemps, j'ai quand même pas dit que c'était moi. Et c'était quoi ton C'est nom ? une forme de lâcheté, mais c'est complètement OK. Dis-nous ton nom. La délicatesse des mots. Et en fait, oui, là, ça m'a rendue très libre de... Enfin, j'ai pu dire absolument tout ce que je pensais, et parce que j'avais ce pseudo, et parce que j'avais une espèce de poids immense depuis toute petite, sur plein de choses que j'avais pas le droit de parler, tu vois. Notamment la sexualité, alors que quand j'étais petite, bah, j'en voyais un peu partout autour de moi, mais on me l'expliquait pas. Il n'y avait pas de mots dessus. Voilà. Mais surtout, en fait, moi, qu'est-ce que ça a permis, c'est de me rendre compte qu'on était tellement à vivre ça, tellement à avoir besoin de... Bah, encore une fois, il y a un lien avec le fait de fédérer, tu vois, un truc de... Enfin, quand j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient ce que tu as écrit, mais ça m'a fait tellement de bien. Nous sommes une soirée, je suis une soirée, mais random. Et il y a une meuf qui me fonce dessus qui me dit mais il faut que je te dise, tu m'as permis de quitter mon ex. C'était incroyable. Elle m'a dit, mais elle était ivre morte, mais en tout cas, bon, je retiens quand même. Après, elle non, me dit, ça sort du cœur. Merci, mais merci. Exactement, et en fait, c'est là que tu te rends compte que tu sors du market, de l'image. Il y a un truc vraiment et dans la réalité. On va parler marketing après. Il y a un truc dans la réalité, tu vois, qui se produit. Bien sûr. Même en termes de... je sais que mon roman, parce que grâce à la délicatesse des mots, donc mon compte Instagram, j'ai pu sortir un roman plus facilement qu'en temps normal. Tu vois, j'ai pas eu besoin d'envoyer mon manuscrit comme ça se fait habituellement. On est venu vers moi. Et en fait, ça, j'ai eu une tonne de retours de femmes, principalement de femmes, qui me disaient « Merci ». C'est un roman initiatique, c'est-à-dire que ça retrace vraiment tout le parcours d'une femme, toutes ses galères, que ce soit avec les hommes, avec les parents, etc. Et en fait, c'est tellement libéré que ça m'a guéri. Et ça m'a permis d'avancer sur ça. Et en fait, c'est là que tu te dis, ah ok, bon bah là, tout ce qui était limité guérison. À mes yeux, en fait, ça va au-delà, tu vois. Et ça, c'est fou. Enfin, franchement, c'est même difficilement recevable. Tu vois, il y a un truc de... Quand tu reçois ce genre de commentaires, même si c'est hyper flatteur et que ça fait du bien à l'âme, tu sais pas le gérer. Bien sûr. Tu comprends pas. Alors, avec du recul, quand tu dézoomes un peu, c'est trop bien et t'en es fier. Mais sur le coup, c'est un peu... Enfin, moi, j'étais pétrifiée, tu vois. Je comprenais pas. Ouais, parce que tu t'es mis à nu et sur cette nudité, on t'a dit merci. Moi, j'en avais besoin et en fait, ça a permis... partagé. Ouais, c'est bravo de libérer la parole. Et puis je vais pas faire la pub du bouquin de Sarah que j'ai une très mauvaise amie, je l'ai pas lu en entier. Ah bah moi j'ai pas lu parce que j'attends toujours de la main de l'écrivaine elle-même. Elle va falloir bosser, faut envoyer les petits colis. On démarre par le cercle, l'entourage et exactement. Après, bref, peut-être qu'elle a pas besoin. Hein. Mais moi je me souviens que ce livre m'a énormément émue parce qu'il faisait écho à l'adolescente que j'étais. Et vraiment, c'est rare qu'un livre puisse m'émouvoir à ce point-là. Et vraiment, c'était... Je me souviens d'être au bord des larmes. Enfin, c'était un truc ultra puissant et surtout, je te voyais, je t'imaginais. Puis il y a aussi, je pense qu'avoir un lien avec toi, ça fait ce truc de genre, j'étais en mode, mais j'ai envie de prendre l'adolescente que t'étais dans les bras et j'ai envie de prendre aussi l'adolescente que j'étais dans mes bras et lui dire que et tu fédères, tu vois. C'est tout ça. Est lié. Trop bien. On s'identifie vachement. Ouais. Et la suite, justement, je voulais parler d'image et projection parce que par rapport à ce que tu dis sur le fait de recevoir, c'est qu'en fait, on est hyper exposé, dans les milieux dans lesquels on traverse. On est hyper exposé et puis après, il y a les réseaux sociaux, tout ceci, cela. Est-ce que vous avez déjà ressenti un décalage fort entre ce que les gens pensent de vous et ce que vous êtes vraiment ? Oh là là. Oh, ça, oui. Là, c'est pour toi. Mais c'est pour toi aussi et c'est pour moi. Ah, je prends. Oui, absolument. Parce que... Alors, dis-moi tout, Sophia. Parce que j'ai une grosse voix.
Je suis grande. Je pensais pas que t'allais démarrer par la voix. Non, mais moi, la voix, ça a été un vrai sujet pendant longtemps. On se moquait de ma voix quand j'étais au collège. Ça m'a énormément marqué. Bon parce que j'avais la voix beaucoup plus grave que les mecs de mon âge. Et même ma mère, je me souviens dans une lettre qu'elle m'avait envoyée à un moment, elle dit oui, j'ai eu ta grosse voix au téléphone, ça m'a fait plaisir. Ah oui. Ah, ça t'a fait ça. Mais ça lui a fait plaisir. Mais bisous maman, mais ma mère, elle a toujours manqué un peu de finesse. Avec tout l'amour du monde, mais ma voix, ça a toujours été quelque chose qu'on m'a beaucoup répété. T'as une grosse voix, donc avoir une voix Ta grave. voix est magnifique. Hein. Et maintenant, je l'adore. À l'âge adulte, j'en suis extrêmement fière. Mais à un moment, je me disais, mais comment vais-je faire avec une voix pareille ? J'ai une voix d'homme, bien sûr. Et puis, quand t'es plus grande, ce que tu peux comprendre, Ama, que la moyenne... 1m76, c'est pas si grand. J'ai une grosse tête et des grosses têtes, tu vois. Une grosse tête, une grosse coupe. Une grosse coupe de cheveux. Mais, et des jambes d'1m4. Mais tu vois, il y a les cheveux, il y a la taille. Moi, en plus de ça, je suis ce qu'on appelle curvy. Mais en gros, il y a des fesses, il y a du ventre, il y a des ins, il y a du monde, quoi. Quand je prends de l'espace. Et quand tu prends de l'espace, parfois, ton premier réflexe, ça va être d'en prendre un peu moins. Il y a un truc chez moi qui impressionne et qui fait peur, mais depuis toujours. Alors que quand tu apprends à me connaître, je suis toujours la première à faire des bêtises. Je suis ultra... Je suis douce. Je suis douce, oui. Il faut le dire. Non, mais je suis douce. J'ai envie de te faire un câlin. T'es hyper douce, ouais. J'ai un vrai, parce que j'ai un truc... Faut pas me lancer parce que j'ai plein de choses à dire sur Sophia. Arrête Sarah, parce qu'après... On en parlera. Ça va être une heure de... on se fait des compliments. Non, mais il y a un truc, en fait, quand on apprend à me connaître, genre, je suis vraiment quelqu'un... très cool et très détente, etc. Mais en effet, et puis du coup j'ai cette image et j'ai aussi ce caractère. C'est-à-dire que quand quelque chose ne me plaît pas, je vais pas faire semblant. Ce qui veut pas dire que c'est pas de la douce. Non, c'est ça, mais il y a un truc où dans le monde dans lequel on vit, quand t'es une femme qui donne son avis, qui n'est pas d'accord, qui ne va pas rigoler quand quelque chose n'est pas drôle, qui ne va pas nourrir quelque chose auquel elle ne croit pas, enfin... Dans mes tafs, dans mes relations amicales comme amoureuses, j'ai énormément souffert de mon image ou de l'idée que les gens se faisaient de moi. Moi, je pense que j'ai un peu souffert de ce truc de the angry black woman, tu vois, d'avoir ce truc de la femme noire énervée, même si je suis claire de peau. Et en même temps, on a de quoi être énervé, il y a un moment. Exactement. Mais récemment, je me suis dit, mais oui. Si je parle fort, parce qu'on a des choses à dire. Mais peut-être que absolument. Tout va bien, je suis neutre, je ne fais pas preuve de nuance. C'est un privilège, en fait, tout ça. Absolument. Et en fait, moi, il y a pas dire que tu n'es pas douce. Après, c'est marrant ce que tu disais de ce dont tu avais hérité de tes parents. De tes deux parents, pardon, quand je bégaye. Mais moi, je pense que j'ai un peu hérité du sale caractère de mon père. Dans le bon comme dans le mauvais. Mais comment tu définis le sale caractère ? Mon père, c'est quelqu'un... Coucou papa. Coucou papa, coucou maman. Ça te craque les doigts en même temps. Ah putain, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? Non, mais mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui est vraiment quelqu'un d'assez incroyable, mais qui dit ce qu'il pense, ce qu'il dit, et qui va avoir un peu un caractère de cochon, qui peut être un peu nerveux, et je pense que je suis un peu nerveuse aussi, mais qu'avec les années, je me suis un peu apaisée, mais en même temps, il a fallu que je différencie ce qui tenait de la colère et ce qui était juste. C'est fou, on a parlé de ça avec l'artiste qui était là avant. Eh ben voilà, on fait des parallèles comme ça. Dire les choses, en fait, c'est ça. Dire les choses, ça veut pas dire qu'en fait, il n'y a pas de gentillesse. Pour moi, dire les choses, c'est une preuve d'amour. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde... Quand tu l'as fait par l'écriture, tu as dit des choses et les gens te disent merci. Alors que quand on lit ce que tu es, c'est des vérités qui peuvent être difficiles blessantes. Voilà, exactement. Mais en fait, le truc, c'est que on vit dans un monde où tout est tellement policé, tout est parfois politiquement correct. Sans nuance. Ah, merci. Non, mais tu vois, genre... merci. Et merci je peux... faire la pub. On cherche tellement le politiquement correct et comment être aimé par des gens dont on se fout qu'on cherche pas à être vers l'honnêteté, vers quelque chose de pur. Moi, il y a un truc où je pense que je suis sur cette terre pour chercher une forme de vérité que je trouverai jamais. Mais c'est quelque chose dans lequel je crois profondément. Mais c'est ta vérité. Là, bien sûr, parce qu'il y a 1000 vérités, tu vois. Mais dans tous les cas, j'essaye toujours d'être avec mes proches, de toujours faire preuve d'authenticité, d'être réel. Mais parfois, ouais, parce que le truc, c'est que quand tu dis avec ta grosse voix, ton afro et tes yeux bien noirs quelque chose, ça passe peut-être moins bien que si Sarah
Une Qui est petite toute blonde. douce. En plus, elle nous a toute sorti le douce, gilet tout rose. avec son petit gilet rose. Oui, je suis très Bridget Jones là. De Tu ouf. sais quand il dit PS mignon tes petits seins dans ce petit pub. Ah, de ouf. Enfin, je dis ça, j'ai jamais vu regarder ça, mais... Ah, il faut que tu regardes. Et donc toi, Sarah, comment tu fais pour rester alignée quand le regard extérieur prend beaucoup de place? J'essaye de rejoindre... Comment je vais pour rester alignée quand alors c'est compliqué, hein. Mais en vrai, la question identitaire, elle est hyper intéressante. Hein. Moi, je pense qu'on m'a jamais comprise, enfin qu'on m'a jamais vue Même quand on te dit merci. telle que j'étais, ouais. Mais après, c'est aussi de ma faute, hein. C'est une question d'héritage, beaucoup. De comment on... Le procès de nos darons. Non mais enfin... Gros procès. Non mais je sais plus avec qui j'en parlais le jour qui me disait ouais j'en ai marre des gens qui disent que c'est toujours de la faute des parents machin etc. C'est pas quelqu'un qui me le disait, c'était un stand-up C'est quelqu'un quand même. oui enfin c'est quand même quelqu'un mais il s'adressait pas à moi et en Ouais. fait il disait j'en peux plus de qu'on remette toujours tout sur les parents, sur machin, sur les blessures d'enfance. Et en fait, je pense que moi, je me suis un peu construite une image de protection qui fait qui se dévoile un peu à peu, enfin, qui devient un peu plus claire et qui me ressemble un peu plus, même si je donne pas complètement accès à moi, parce que c'est pas forcément l'idée, enfin, j'ai pas forcément envie que tout le monde sache, voilà. Mais je pense qu'il y a forcément, et c'est évident, et c'est même impossible qu'aujourd'hui tu puisses complètement correspondre à l'image que les gens ont de toi, Bah jamais, sinon t'es pas à ce libre. que tu es Bien vraiment. sûr. Enfin, je veux dire, moi, je sais que c'est quand on crache sur ma gueule, et ça arrive très souvent, vraiment, mais depuis toujours. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Bah, ça dépend. Elle se la pète. C'est une petite bourgeoise de merde. Ouais, mais bon. Elle est limitée. Elle se prend pour quelqu'un qui est de très intellectuel, mais encore une fois, elle est limitée. Et on te le dit frontalement, ça? Non, je l'apprends parce qu'en fait, tout le monde me dit Tu sais tout. pas ce que... Toujours est-il que j'ai parfaitement conscience du fait que l'image que je renvoie n'est absolument pas en accord, en tout cas, enfin, je dis absolument pas, que tu ressens de toi. en lien avec la personne que je suis profondément et que mes proches connaissent. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je m'en fous. Si je connais pas ces gens-là, et ben ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Et si ils ont l'impression que je suis effrayante ou que je suis une pauvre conne ou peu importe, et ben grand bien leur face. Tu sais, il y a un truc aussi un peu qui est très humain, hein, c'est de ranger les gens dans une case pour se conforter dans l'idée qu'on fait nous aussi partie d'une case. Ouais. Et C'est aussi des fois de la survie. exactement. Et en fait, c'est L'homme est juste un animal social. Oui, voilà, c'est juste humain. C'est juste humain. Et moi, je suis complètement d'accord avec cette façon de voir les choses. Maintenant, mes proches existent. Dieu bénisse, et savent qui je suis, et les autres, je m'en fiche. Maintenant, oui, t'as raison de dire que il y a aussi des gens qui ont compris qui j'étais sans même me connaître, les gens qui me remercient, etc. Et bah, c'est trop cool. Mais pour ceux qui n'ont pas compris et qui n'ont pas envie de comprendre, et ils ont le droit. Ça enchaîne sur ma question de s'en parler fout, tu vois. des limites. Justement, quand on est exposé comme toi, même si t'es sous un pseudonyme, et maintenant ça ne l'est pas, Sarah Denis, il y a aussi des choses qu'on choisit de garder pour soi. Qu'est-ce que vous refusez de montrer ou de partager, même aujourd'hui? Parce que, évidemment, avec le parcours, il y a des choses, et avec la liberté, on se dit, mais voilà, je suis capable de le dire. Mais ça dépend à qui. Déjà, c'est ça. Ça dépend à qui, bien ouais, sûr. J'ai appris à maintenant, il y a certains sujets dont je parle pas avec certaines personnes, même que j'aime énormément, parce que Ça va te faire mal. c'est pas la conversation n'est pas forcément intéressante, et j'apprends rien, et parfois ça crée de la rancœur envers l'édite personne, pardon. Mais j'apprends, moi je parle beaucoup, je parle tout le temps, et j'apprends à cultiver une sorte de Essayer d'écouter davantage maintenant. Écouter davantage et cultiver un jardin secret. En fait, il y a vraiment ce truc en ce moment de cultiver son jardin intérieur. Parce que il y a qu'est-ce que tu ne veux pas montrer? Ce que je veux pas montrer, c'est parfois des questions qui sont tellement intimes, des questions un peu, parfois un peu des pensées intrusives, que
que je garde à l'intérieur et que je laisse mûrir en fait. Après, une fois de plus, je suis une personne qui communique énormément. Donc, par exemple, je pense qu'il y a des personnes très proches. Elle communique beaucoup. J'adore faire des audios. Avec tes proches. Je fais des podcasts. En fait, c'est surtout les gens très safe autour de moi. Les espaces où je vais pas me sentir jugée. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de choses, genre mes démons, mes questions ultra intimes, que ce soit sur l'identité, sur mon avenir, sur mes choses. Maintenant, j'apprends à les garder et à les laisser se nourrir, en fait, les unes des autres, à laisser quelque chose se cultiver. Et je trouve ça génial. Et je pense qu'en fait, il faut garder un jardin secret, il faut garder une partie de soi qu'on n'expliquera jamais, qu'on dira. Oui. Et toi, C'est gardera important. pour ça. Bah, moi, c'est pareil. Il y a plein de choses. C'est pas parce qu'on est écrivain qu'on doit Tout dire. qu'on doit tout dire. On peut tout se dire à soi. On peut écrire pour nous et ne pas publier. Exactement. Tu dis ce que tu dis. Enfin, honnêtement, moi, il y a Tu es une beaucoup femme de libre. choses que j'écris depuis la publication de mon roman. Parce que j'écris beaucoup moins sur la délicatesse des mots grâce ou à cause de ce livre, parce que justement, ça m'a permis de libérer plein de choses qui font que je ressens beaucoup moins le besoin d'exposer ça. Et donc, je m'écris beaucoup à moi-même et ça me fait énormément de bien. Et d'ailleurs, je pense que l'écriture devrait servir uniquement à ça, en tout cas, quand... Pour ça. Enfin... Je veux dire, c'est hyper important. Il faut des écrivains, il faut qu'on soit emporté. Je mourrais si je n'avais pas des bouquins à lire, mais en tout cas, il ne faut pas être un grand écrivain pour écrire. Il faut d'abord le faire pour se faire du bien à soi. Il y a Cameron qui, soi-disant, c'est elle, après soi-disant, il ne faut pas que je réduise les gens, mais qui a inventé cette méthode des écrits du matin. Et donc, c'est pas chercher un style... Exactement, on cherche pas le style. Voilà, c'est vraiment, je C'est le pose fond. les mots, et après, elle dit, il faut regarder les écrits à partir de 8 semaines après l'écrit. Ouais. C'est génial. Et en fait, après, elle transforme, elle dit, mais vous êtes qui là ? Donc moi, vraiment, pour pas... maintenant, je m'en fous, je vais pas être mégalo, mais je dis, je suis une femme qui a un impact dans l'industrie musicale. Et à chaque fois que j'écris un truc, où je dis, ben voilà, moi je veux un homme comme ça, ou je veux une personne. Je Tu fais de la manifestation, en fait. Non, Ouais, mais- mais je trouve ça un peu naze. C'est simplement ce que je ressens à l'instant T, Ouais, c'est que bien je veux ça. sûr. Et ben c'est fou. Tu Mais lis ça 8 arrive. semaines après, Ouais. t'es en mode waouh. C'est Et en réel. fait, c'est sortir, enfin le fait que tu poses à l'écrit ce qu'il y a dans ta tête, et ben ça débloque. Et même des fois, je me pose des questions, que dois-je faire pour faire ? Naturellement, tu dis oui, non, je dois faire ça, et c'est posé. Bien sûr. Et en fait, Ouais, ça c'est trop cogite bien. après. Pour moi, c'est vraiment... L'écriture c'est une vraie thérapie. Hein. C'est ça. C'est vraiment Ouais. une thérapie. Ouais. Vive l'écriture. Ouh. Une question de fin. Une déjà. question signature. Ouais, c'est 37. Enfin, C37, je commence à parler comme mon mec qui vient de Saint-Etienne et qui dit C37. Nous sommes déjà à 37 minutes. Ouh. Quelle est la nuance vous concernant que vous aimeriez que les gens comprennent enfin, sans que vous ayez à vous justifier? Bonne chance. Je sais que Sophia est très inspirée, là. Vas-y, je te laisse. Parce que pour moi, la nuance, elle est dans mon métissage. Ouais. La nuance, c'est mon métissage. C'est Je comprendre. suis métisse. Un mélange de couleurs. Je suis la preuve vivante. Parce que non, mais tout le monde oublie le passage de D'ici. Je le connais par cœur. bah. Ah, moi aussi. Mais tu sais, quand c'est sorti, je me suis dit, j'ai ma chanson. C'est d'ici, Ouais. meuf, bien sûr. Je suis la C'était la preuve peste Vivant que tous les humains sont les mêmes. Je suis l'enfant d'Adam et Ève. Je suis un rêve en Israël, remis ta haine et fais sourire les gens. Ah, pas Mais non, sourire, c'est comme les ça. anges. c'est d'ici, j'aime même pas. Oh, mec. C'est ça. Mais attends, On est des clichés. ouais, mais tu sais que je suis trop contente parce qu'il n'y a jamais personne. Souvent, Je tu vois, je suis rencontre là. des métis, mais un peu Paris. Bah après, je pense que c'est Île-de-France. Mais qui sont Île-de-France, un peu honte de cette chanson. Alors que ça dit tout. Et pour toi, Moi, c'est... c'est quoi la nuance Non, enfin mais tu sais quoi, c'est- pardon, excusez-moi, c'est important Oui, de développer. Quelle est la nuance? La nuance, elle est dans le fait que. Tu veux qu'on te voit comment en fait? C'est quoi ce truc qu'on Je- ne voit pas et que t'as pas besoin de justifier et tu dis je suis métisse, c'est déjà cool, hein. Non, mais. T'es ni blanche ni noire. Non, mais dans tous les cas, en fait, le métissage, je veux juste qu'on admette que le métis, il est toujours entre deux rives. Et moi, c'est juste je veux qu'on me laisse naviguer comme ça et qu'on me laisse aller d'un côté et de l'autre et explorer un peu toute la complexité de mon identité. Parce qu'au-delà de juste mon père est malien et ma mère est française, c'est vraiment deux histoires, quoi. C'est des trucs complètement fous. Et je suis en permanence en train de naviguer entre les deux. Et j'ai pas envie Enfin, je pense que personne ne devrait être mis dans une case, peu importe son identité ou sa couleur de peau. Et moi, je veux juste qu'on arrête de m'assigner une identité qui n'est pas la mienne et qu'on me laisse vivre dans mon monde
plein de nuances, plein de couleurs. C'est magnifique. Merci d'avoir fini sur le mot nuance. Bon, en même temps, c'était la question. Allez, et toi, Sarah La on peut s'arrêter là. Bah, moi, non, mais enfin, on est à 40 minutes. Vas-y, je vais parler. Moi, il y a 2 choses qui me frappent. La première, c'est au niveau de ma féminité. Je suis une meuf hyper sensuelle, hyper féminine. Enfin, il y a vraiment un truc. Vrai, très vrai. Il y a vraiment un truc de douceur, tu vois, de volupté. Je ressens beaucoup en moi. Et en même temps, un truc un peu pas masculin, mais enfin. Si, on a tous de la virilité. Hein. Qui est un peu tout l'inverse. Et j'ai le sentiment que les deux se combattent un peu. Et ça, c'est la nuance qui est, j'ai l'impression, un peu compliquée à saisir. Et l'autre, qui est ma préférée, c'est ce mélange, vraiment cette nuance. De couleurs. Entre mon obsession pour tout ce qui est Jacques Demy, tu vois, Michel Legrand, les couleurs, la fantaisie, la romance et tout ce qui est horreur, tu vois, tout ce qui est Tim Burton, tout ce qui est noir, tout ce qui est lié au cauchemar, aux enfers. Et en fait, ces 2 univers-là font entièrement partie de moi et c'est hyper compliqué en fait pour moi c'est complètement vivable, mais pour les gens il faut que ce soit binaire. C'est comment ça elle écrit un truc qui est hyper romancé, hyper romantique, et de l'autre côté elle est hyper attirée par tout ce qui est monstrueux. Et en fait, bon voilà, je sais pas si la féminité se rejoint. Il y a du romantisme chez les monstres. Et tu sais, figure-toi que j'ai rencontré un mec super d'ailleurs. Allez écouter ce qu'il fait. Il s'appelle Sébastien Delage. Et ce mec, quand je lui ai parlé de cette ambivalence que j'avais en moi, il m'a dit mais attends, mais Sarah, mais Tim Burton, c'est hyper romantique, c'est hyper. Bien sûr. Clairement. Hein. C'est hyper. C'est de l'horrifique, mais qui est très voluptueux, très. En vrai, Jacques Demy aurait pu collaborer avec Tim Burton à un moment donné, et c'est vrai. Donc, ça m'a rassurée. Ouais. C'est ça, cette nuance. Voilà. Eh bien, merci à toutes les 2 d'avoir pris le temps de cet échange. C'était Nuance Fétiche. Nuance Fétiche. Merci. Bye bye. Fétiche. C'était Nuance Fétiche, un podcast porté par Marie-Agnès Opoku avec l'univers sonore imaginé et réalisé par Sébastien Blanchon. Écriture et interview Marie-Agnès, musique, habillage et mix Sébastien, enregistré à la Gaîté Lyrique. Merci d'être avec nous.